Bonjour à tous, merci Laurent pour ta présentation. Donc, l'angle qu'on a ici, c'est un peu la suite et sur un autre système de ce qu'a présenté Laurent, puisqu'il y avait beaucoup de détails sur ce qui se passe dans le réseau défi. Nous, on en a beaucoup moins, et par contre, on a un peu plus réfléchi à comment on fait pour aller vers la massification. Donc, d'abord, quand même, sur ce qui se passe dans le réseau défi. Euh, pour amorcer cette question, pourquoi la transition agroécologique n'est pas plus avancée? Est-ce que ça manque de solutions? Alors pour les défis fermes en grande culture, ce que vous avez ici, c'est à gauche, c'est la différence entre l'IFT à l'état initial et l'IFT 3 ans après des fermes en grande culture qui rentrent dans défi. Et vous voyez que il y a largement quelque chose qui est plutôt en dessous de zéro. Et puis avec une pente qui est assez nette. Alors, à quoi correspond cette pente? On peut interpréter ce modèle linéaire là de la manière que je trouve assez satisfaisante ici. C'est que si on prend l'IFT initial à 0, on peut considérer qu'il y a un IFT d'équilibre en dessous duquel on ne peut pas vraiment descendre. Et qu'on estime ici à 1,93 pour les grandes cultures. Donc c'est un IFT de l'ensemble du système. Et que quand les gens rentrent dans défi, 3 ans après, on les retrouve en moyenne à 41%. Ils ont fait 41% du chemin entre là où ils étaient au départ et cet IFT d'équilibre. Alors évidemment, il y a pas mal de dispersion autour de cette pente. C'est pas une règle absolue, mais la tendance, c'est ça. Donc on a vraiment effectivement une diminution, d'abord une possibilité de réduction qui est assez importante, puisqu'on est souvent plutôt autour de 5 que autour de 2. Et ensuite, on voit que cette pente-là, elle est quand même assez importante. Sachant que pour cette détermination-là, on a exclu ceux qui sont passés en bio, puisqu'il y a des gens qui passent en bio. Et donc là, ceux-là, on les a pas mis. C'est pour des gens qui restent en conventionnel, mais qui réduisent effectivement leurs IFT. Par ailleurs, on voit que les IFT en grande culture, c'est de l'ordre de 15% en dessous de la ferme France. Je ne vais pas représenter, c'est les chiffres de la Cannes. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à transmettre, à massifier ces choses-là à l'échelle de la France? Alors il y a deux axes de travail sur lesquels on a travaillé. D'une part, on pourrait montrer aux agriculteurs qu'il y a des choses qui marchent. Et d'autre part, on commence à travailler sur la possibilité d'assurer les choses. Donc l'objet d'étude ici, juste pour être bien clair, c'est traitement insecticide et fongicide. Hein, on parle pas trop de tout ce qui est herbicide dans les projets qu'il y a là, puisqu'on va s'intéresser vraiment aux bioagresseurs qu'on peut regarder par épidémiosurveillance. Et donc la malherbologie, ça fait pas partie de ces choses-là. On est sur les grandes cultures et on reste en France métropolitaine. Et donc le projet Mocoriba, en partant de ça, a visé à modéliser et communiquer sur le risque bioagresseur avec une modélisation, en faisant de la modélisation statistique et puis en réfléchissant à quels outils peuvent utiliser les données défis pour communiquer aux agriculteurs qui ne sont pas dans défi. Éventuellement aussi à ceux qui sont dans défi, mais l'objectif, c'est bien là l'objectif de la modélisation. Donc pour ça, on a commencé par un diagnostic des usages. C'est un peu un gros mot qui est en gros qu'on fait des entretiens avec des agriculteurs, des conseillers, des concepteurs d'outils. Et on essaye de voir comment on traite. Qu'est-ce qui fait qu'on traite? Pourquoi on traite? Voilà, on réfléchit. Et c'est des entretiens semi-directifs. Et le bilan de cet entretien, de ce diagnostic des usages, c'est que les OAD en temps réel qui existent sont globalement très peu utilisés. Pourquoi? En fait, on a trouvé qu'il y a un peu deux axes. Il y a ceux qui planifient déjà leur traitement parce qu'ils ont beaucoup de terres à gérer et du coup, ils suivent leur planning. Ils s'en fichent un peu de l'OAD. Et puis ceux qui ne planifient pas, en fait, ils ont d'autres manières de vérifier. Ils regardent leur champ. C'est quand même, il y a encore beaucoup de gens qui regardent un peu leur champ, ou qui s'informent avec les voisins, qui ont plus ou moins leur réseau d'observation entre les voisins, les conseillers. Et donc, en fait, si on veut réduire, c'est pas forcément là qu'on peut taper en premier. Il faut déjà que l'agriculteur rentre dans une démarche où il va vouloir réduire, se dire qu'il peut réduire. Et pour ça, il faut travailler au niveau stratégique.
Et pour travailler à ce niveau-là, ce qui nous a été remonté, c'est qu'on manque d'informations sur la nuisibilité réelle, c'est-à-dire un seuil de nuisibilité, c'est pas du tout une information sur combien on va perdre si on dépasse, si on dépasse. Et c'est ça qui manque aux agriculteurs, surtout dans quelque chose d'aussi complexe que les systèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, où on a plein de pratiques qui peuvent plus ou moins réduire la nuisibilité. Donc on a une vraie question sur la nuisibilité aujourd'hui, ce qui peut paraître bizarre à dire après 70 ans d'agronomie travailler sur ces choses-là. Et on a un manque de référentiels, d'exemples, de comparaison, et notamment d'exemples dans des fermes, dans des exploitations réelles, et pas sur des essais, merci, qui sont toujours un peu suspects, on va dire, pour les agriculteurs. Donc, ce qu'on a essayé de se dire, c'est on va essayer d'avoir un outil plus stratégique qui permet la visualisation et la comparaison avec de vraies exploitations, qui en l'occurrence sont les exploitations défis. Donc, pour petit rappel de les fermes défis, donc on a des choses depuis 2010, on a les rendements, les pratiques, on a les localisations à la commune de l'exploitation. C'est pas très précis, donc ça permet pas trop de faire des impacts du paysage, qui était au départ ma spécialité, mais bon, c'est pas très grave, on peut faire sans. Par ailleurs, on a travaillé sur les données d'épidémiosurveillance, donc il y en a depuis 2009 à peu près, donc c'est bien, c'est à peu près synchrone. On a des données à la parcelle par semaine, et ça nous a permis de faire des modèles d'interpellation des pressions à la commune. Donc c'est pas des pressions dans le champ, hein, c'est des pressions ambiantes, parce que évidemment dans le champ ça va dépendre des pratiques. Et puis on utilise les météos safran qui ont une maille de 8 km et qui sont présentes depuis au moins 90. Et à partir desquelles on va faire des interpolations à la commune. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire. Ce que vous avez à gauche, c'est une carte d'estimation du risque pour la septoriose en 2017, donc sur l'ensemble de l'année. Et à droite, c'est l'incertitude, parce que nos modèles n'ont pas seulement une estimation de la qualité du risque, mais aussi de la certitude qu'on a sur ce risque. Vous voyez que la certitude, l'incertitude est très forte dans le sud de la France. C'est normal, il n'y a pas d'observation parce qu'il n'y a pas de blé. Alors, on va être très clair. La tache jaune sur la Bretagne est un peu plus compliquée, c'est parce qu'il y a des problèmes de remontée d'informations. Et donc, comme on a moins d'informations, on est moins bon sur les modèles, sachant que ces modèles sont en fait basés à la fois sur de l'interpolation et sur un modèle statistique d'impact de la météo sur la présence des bioagresseurs. Donc on a des modèles hiérarchiques bayésiens pour faire ça. Moyennant quoi, on a travaillé sur 80 bioagresseurs sur 13 cultures. Alors la septoriose, ça marche plutôt bien. Il y a d'autres bioagresseurs sur lesquels c'est moins bon, mais on a fait le travail sur l'ensemble de tous ces bioagresseurs. L'objectif, après, c'est de pouvoir arriver à avoir une modélisation du rendement en fonction de la présence des bioagresseurs. Alors, attention, ce que je vous présente là, c'est des résultats qui permettent de comprendre ce qu'on essaye de faire, mais que je ne peux pas considérer encore comme valide. Personnellement, j'en suis pas encore satisfait, même si on a très envie d'y croire. On voit que là, la démarche, c'est d'avoir donc des modèles de bioagresseurs. On fait des modèles statistiques pour démontrer le rendement, et on essaye de voir quel est l'IFT optimal. D'accord ? Et on voit là, par exemple, pour le blé tendre d'hiver en fongicide, que les fermes du réseau défi dans leur ensemble, alors là, ce que vous avez les courbes bleues, c'est les quantiles 80, c'est l'intervalle de confiance 95% des fermes défi. D'accord, donc il y a l'ensemble des fermes défi. On voit qu'elles sont en gros autour de 0. Donc on ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qu'on fait déjà en fongicide sur blé. Ce serait ça l'interprétation d'une courbe comme ça. En insecticide, on pourrait même traiter éventuellement un tout petit peu plus. En fongicide sur colza, on pourrait éventuellement réduire un tout petit peu, mais en gros c'est à peu près stable. Par contre, en insecticide sur colza, il y a pas mal d'années où il y aurait eu la possibilité de diminuer. Encore une fois, c'est le genre de choses auxquelles on essaye d'arriver. Ça ne veut pas dire que voilà, on a très envie d'y croire. C'est pas mal cohérent avec l'image qu'on peut avoir en tant qu'agronome de comment fonctionnent ces systèmes, avec un blé qui est globalement très très optimisé. On est très technique en blé, peut-être un peu moins sur d'autres cultures, mais on a du mal à avoir des modèles qui se comportent bien quand on va fouiller un petit peu en détail ce qui se passe, et ça me gêne toujours un peu. Donc,
il y a tous ces modèles-là, et puis il y a l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour visualiser ce qui se passe? Donc ça, c'est un outil que vous pouvez aller voir si vous voulez, qui fonctionne d'une part euh, euh, d'une part là comme ça en mode général, mais qui fonctionne aussi avec en se interconnectant avec des logiciels de suivi de parcellaire comme WeUse ou Sister. L'idée, c'est de pouvoir voir l'ensemble des fermes défis qui ont des conditions météo et de sol à peu près similaires aux miennes. D'accord? C'est très centré sur l'utilisateur. Comment on fait ça? On rentre son code postal, on dit la culture qui nous intéresse, la campagne qui nous intéresse, et on peut voir, par exemple, les IFT herbicides, fongicides, etc. Mais aussi les dates de semis et, vous ne voyez pas là, les labours, les maladies, les ravageurs, puisque ça vient de nos modèles. Donc on peut même se comparer à ravageur égal, parce que là je ne peux pas vous le faire en intégral, mais si je sélectionne par exemple ici, ça va en temps réel mettre à jour tous les autres graphes pour pouvoir dire voilà, qu'est-ce qui se passe si je me concentre sur des gens qui sont à faible niveau de septoriose, à fort niveau de septoriose, et voir comment ça change l'utilisation d'herbicides, comment ça change les rangements, le code de fongicides, comment ça change les rendements, etc. Cet outil-là est disponible aussi sous forme d'API. Ça veut dire que si vous m'envoyez un email, en gros, je vous donne un login, un mot de passe, et il suffit que vous pouvez tout récupérer sous forme d'API. L'idée, c'est pour ça que j'appelle ça un démonstrateur. C'est que si vous voulez intégrer ça dans une plateforme qui existe, aucun problème. Encore une fois, c'est que pour les grandes cultures, pour l'instant. Si l'IFV veut travailler avec nous pour qu'on le développe sur la vigne, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, c'est que sur les grandes cultures. Ça nous a permis de commencer à travailler avec pas mal de gens. Donc, comme mon temps était un peu avancé, je vais aller vite. Donc, il y a tous ces gens-là qui sont intéressants aussi, qui ont travaillé avec nous à améliorer l'outil. L'idée, c'est pas du tout de donner un outil clé en main et que voilà, il est comme ça. Si ça vous plaît, vous prenez. Si ça vous plaît pas, vous prenez pas. L'idée, au contraire, c'est de dire vous avez un outil, vous avez un usage, voilà l'outil, vous avez un usage, on adapte l'outil à votre usage, et tous ces gens-là ont fait évoluer ou vont faire évoluer l'outil. Ça a donné lieu à 2 grands projets. CRS, un démonstrateur territorial. Pour le 64, on va essayer d'avoir aussi une dimension changement climatique qui va pouvoir être, sur laquelle on travaille déjà, qui va être intégrée. Et la thèse de Pablo, qui est dans la salle, sur l'assurance de la transition agroécologique dans un contexte de changement climatique, où il a, pour l'instant, sur des bases vraiment d'hypothèses, on va dire, à dire d'experts, regarder l'assurabilité du colza avec la conduite en colza robuste, et il montre que c'est globalement à peu près finançable pour les mêmes tarifs que ce qu'on a aujourd'hui pour du colza. Donc ce serait colza robuste sans insecticide. S'il est bien conduit en colza robuste, il peut être assuré au même tarif que du colza conventionnel. Donc là encore, c'est de la modélisation sur des hypothèses à dire d'experts, mais quand même, c'est relativement encourageant. Et l'objectif de cette thèse, c'est ensuite de reprendre les modèles qu'on a fait sur défi, de les améliorer pour qu'ils soient satisfaisants à tout point de vue, pour qu'ils puissent servir justement de base pour calculer des coûts d'assurance. Donc en conclusion, on a des modèles de pression de bioagresseurs qui marchent plutôt bien, en tout cas sur le rétroactif, ce qui est très important pour voir pour bien comprendre ce qui s'est passé. On a la visualisation des possibles via le défi. Et puis, on a pas mal d'acteurs du monde agricole qui sont intéressés. Donc, on espère que ça va décoller tout ça. Donc, en perspective, on va essayer d'élargir le cercle des systèmes compatibles. On aimerait vraiment développer une compatibilité forte avec mes parcelles, par exemple. Élargir les applications, élargir le nombre d'organismes de conseil partenaires, et puis travailler sur l'assurance. C'est le début de la stratège de Pablo, donc on espère que ça marchera bien pour informer sur les possibilités d'assurance. Merci de votre attention. Excusez-moi du petit délai, je pensais que c'était 15 minutes. Non, c'est bon, c'est bon.